L'engagement des citoyens est ce qui est nécessaire pour un changement culturel autour des actions climatiques. Et c'est vraiment un changement culturel. C'est dans n'importe quel milieu, quand on veut faire des grands changements systémiques, il faut changer la culture. Et les arts et la culture sont des bons outils pour changer la culture. Balado conscient, je suis à Vanier, qui est fait une partie d'Ottawa. Je suis avec Shuni Tso. C'est une bonne amie que je connais depuis plus longtemps, en fait une vingtaine d'années, ici à Ottawa. Donc je suis très content que tu sois avec moi aujourd'hui pour une conversation. Bienvenue. Merci. Bonjour, bonjour Claude, bonjour tout le monde. Je m'appelle Shuni Tso. Je suis travailleuse culturelle, maman d'un garçon de 8 ans. Et maman adoptive autoproclamée de la forêt du parc Richelieu-Vanier, ici à Ottawa. Je travaille actuellement aux Affaires mondiales Canada, ça veut dire le ministère des Affaires étrangères, sur le dossier de la diplomatie culturelle. J'étais avec le Conseil des arts du Canada pendant longtemps et a été musicienne. Joueuse de la flûte en bambou chinoise. C'est un instrument que j'ai commencé à jouer à l'âge de 10 ans à Taïwan. Alors j'ai déménagé ici en pleine pandémie afin de pouvoir faire l'école forêt et l'école à la maison pour mon fils Ilan. Donc, bienvenue Claude dans ma cour en arrière forestier. C'est une belle forêt, on est la fin avril, les feuilles sont juste en train de sortir et le paysage sonore est assez tranquille, mais on entend des enfants, puis un autobus de temps en temps, des petits oiseaux, etc. Donc, comme tu sais, je demande à chaque invité de me parler un peu du thème de l'émission, de la saison, qui est autour de comment accepter la réalité. C'est un sujet très, très large, évidemment. C'est quoi la réalité? On peut en parler longtemps. Mais aussi la notion de deuil écologique, parce que moi-même, j'ai senti, j'ai eu un désir d'en savoir plus sur ces deux sujets-là. Donc, j'ai fait l'émission. Puis là, je parle à différentes personnes pour avoir leur point de vue sur la question, aller un peu plus loin dans notre compréhension collective de ces problématiques-là. Tout ça étant relié à la crise écologique qui est majeure, qui a fait presque impensable. Tu sais, c'est tellement large la problématique qu'on vit en ce moment que pour moi, c'est important d'essayer de comprendre la réalité. Alors pour toi, quelle a été ton expérience quand tu as écouté l'émission puis les thématiques en question? J'essaie de penser à tout ça depuis longtemps au niveau du deuil écologique parce que c'est comme presque à la mode maintenant d'en parler, mais en fait c'est une réalité assez criante un peu dans ma vie personnelle et autour de moi. Je ne pense pas avoir complété le fameux processus de deuil écologique. Le processus de choc, la colère, la dépression, tristesse et éventuellement l'acceptation. À vrai dire, je travaille toujours sur le choc et la colère par rapport à la perte de la biodiversité, des populations vulnérables qui payent pour notre style de vie. Et vraiment l'abus de l'environnement naturel qui est sacré pour tous les êtres vivants. En fait, je suis surtout en colère avec moi-même, me sentir coupable pour ma propre hypocrisie. Je prends l'avion assez souvent pour aller voir ma famille à Taïwan sans avoir contribué une fois même au crédit carbone. Je me joins à des milliers de personnes qui achètent constamment sur Amazon et ma voiture n'est toujours pas électrique. Mais comme cette colère m'aide à quand même penser à des petits pas que je peux faire pour avancer la conversation ou la cause un peu à la fois, au niveau personnel et professionnel.
En fait, il y a pas mal de potentiel dans tout ça. Tout deuil, pour moi, est associé à un amour profond. L'écrivain Rebecca Solnit. L'espoir se situe dans les prémices de la totale incertitude de ce qui va se passer et que, dans l'immensité de cette incertitude, il est possible d'agir. L'enseignante de Dharma, Catherine Ingram. L'amour. Que reste-t-il à faire maintenant? Nous voici parmi les derniers humains qui vont faire l'expérience de cette belle planète depuis que l'Homo sapiens a entrepris son voyage il y a environ 200 000 années. Aujourd'hui, face à l'extinction de notre espèce, vous vous demandez peut-être s'il est utile de continuer. Donc c'est pourquoi il est puissant. En fait, je vis un deuil parallèle par rapport à mes propres pratiques artistiques. Depuis 15 ans, pour une raison ou une autre, j'ai arrêté de jouer de la flûte, alors que je jouais professionnellement depuis l'âge de 13 ans. Peut-être tu vis la même chose, je ne sais pas Claude, mais peut-être qu'en combinant les deux processus de deuil, un jour je serai capable de jouer à nouveau pour l'environnement. Ben, c'est intéressant parce que le deuil écologique, c'est lié aussi à l'anxiété écologique. Donc, parce que les gens le vivent intellectuellement, mais moi je le vis plutôt viscéralement. Dans mon corps, je sens l'environnement qui est en train de disparaître ou d'être transformé. Et c'est pour ça que la réalité me semble, parce que je suis bouddhiste aussi, là, dans ma culture spirituelle, j'essaie de ne pas vivre dans le déni. Puis le déni est plus facile, en fait, de faire semblant que les problèmes ne sont pas là ou c'est pas si pire. Mais en fait, on est face à l'extinction. C'est ça qui arrive avec l'humanité. On a tellement poussé les limites de la nature, de la technologie, de la pollution, de l'envahissement d'espaces naturels qu'on est... et c'est difficile, donc, puis on se demande qu'est-ce que je vais faire comme artiste là-dedans et tout ça, mais je t'invite à m'en parler un peu plus. Là. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit avec ces problématiques-là? Non, je trouve ça fascinant et d'ailleurs je te remercie pour ton travail parce que c'est un sujet complexe, donc c'est pour ça que c'est pas vraiment abordé de cette manière-là par plusieurs. Souvent c'est soit vraiment juste des faits scientifiques jumelés avec de l'information, des fois sensationnaliste, des fois vraiment pessimiste, mais souvent on n'explore pas les fondements des problèmes et c'est assez philosophique, mais aussi c'est par rapport à comment on veut mener une vie individuellement et collectivement, et ça a été beaucoup discuté dans tes podcasts. Mais moi, comment je vois ça, c'est que le lien entre
l'art et l'environnement, ça concerne essentiellement le lien entre l'homme et la nature. Parce que ton programme s'appelle Conscience et ça dit tout. Tu vois, outre la coopération, notre cerveau humain et la conscience de l'homme et de femme ont la capacité unique de donner un sens, d'établir une connexion intellectuelle et émotionnelle avec les domaines imaginaires. Et c'est vraiment formidable parce que les arts viennent de la pensée symbolique et abstraite, de la représentation visuelle, sonore et théâtrale de la réalité. En fait, c'est une représentation, c'est pas la réalité. Mais ça peut représenter, mais ça peut répliquer, mais aussi ça peut compliquer la réalité. Et souvent, ça fait un loop, ça revient pour, encore une fois, créer d'autres réalités. Donc, c'est très compliqué, mais vraiment, depuis au moins 40 000 ans, les arts, tu vois, les arts rupestres anciens, dépeignent vraiment ce que les humains ont vu dans la nature. Je crois que c'est en Indonésie les plus anciens. Et ça suscite vraiment beaucoup d'admiration et beaucoup d'esprit. Et il faut dire aussi dans plusieurs traditions culturelles asiatiques, que tu as mentionné un peu, la façon idéale d'être dans le monde est de ne faire qu'un avec la nature. Donc tout ça, c'est interrelié, mais je trouve ce qui est compliqué, c'est que la capacité unique de l'homme à créer des fictions nous a aussi causé beaucoup de problèmes. L'historien Yuval Harari. Si vous pensez à une religion, à un système économique, un système politique, à la base, vous trouverez une histoire fictive sur Dieu, sur l'argent, sur le droit de l'homme, sur une nation. Toutes ces choses sont des histoires fictives. Elles ne sont pas une réalité biologique, mais une fiction très puissante, convaincante et bénigne qui nous aide à organiser nos systèmes politiques et juridiques dans le monde moderne. Je pense que l'idéologie et l'illusion de la croissance, du développement et de l'avancement comme forme de poursuite positive, d'aspiration humaine et de bonheur, et le mépris total de notre lien avec la nature nous ont vraiment conduit aux résultats désastreux d'aujourd'hui. Donc, je voudrais penser que la même capacité symbolique de l'esprit humain qui a créé ces illusions peut également les contrer. Je dirais la même chose pour de nombreux mots sociaux comme l'héritage de la colonisation. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'initiatives et efforts prometteurs qui sont actuellement déployés. Je crois que tu en fais partie de ce mouvement dans le secteur artistique, donc c'est très positif. Ben, le rôle de l'art, j'en parle beaucoup parce que c'est assez fluide. Je disais, quelqu'un m'a demandé l'autre jour, quelles exactement sont les catégories d'art climatique? Puis j'ai dit, c'est pas évident, mais je dirais qu'il y en a qui, c'est au niveau de la sensibilisation, il y en a d'autres c'est au niveau de l'action, il y en a d'autres c'est au niveau du rêve ou d'une vision d'un monde. Mais il y en a beaucoup que c'est intangible. C'est pas évident de savoir comment l'art quel sera l'impact de l'art parce que c'est pas prescriptif à ce niveau-là. On peut pas savoir comment la personne qui reçoit l'œuvre va se sentir. Mais si l'artiste est inquiet, par exemple, de l'environnement ou veut
promouvoir certaines idées, une certaine façon de vivre, l'art peut, avec énormément d'impact, changer la trajectoire d'une vie ou d'une culture. Je crois, je l'ai vu, et c'est pour ça que je n'utilise pas le mot optimiste ou espoir plus qu'il faut, parce que c'est un peu ça limite un peu les choses, mais ça me donne de l'énergie, du moins, que de sentir le potentiel de l'art et surtout des artistes. Toi-même, étant artiste, tu travailles dans le milieu un peu comme moi, dans la bureaucratie culturelle, mais tu en as vu d'autres. Comment tu vois ce rôle et qu'est-ce que les artistes peuvent faire vis-à-vis d'une problématique telle que le changement climatique? La journaliste Julia Rosen. La société a tendance à considérer le changement climatique comme une problématique scientifique, plutôt que comme un défi culturel et politique, qui exige de notre part toute notre humanité. Bref, ce genre de défis sont plus souvent explorés et abordés par les arts. Ben, je pense que d'abord, il faut que le secteur artistique sorte de son cercle et de son réseau pour toucher le plus grand nombre possible d'autres secteurs. Parce que souvent, les gens, ils se parlent entre eux. Et c'est des problématiques, des enjeux, des actions qui ont lieu un peu dans les mêmes circuits, qui touchent souvent les mêmes publics. Donc c'est un choral qui est déjà comme assez... tout le monde est vraiment d'accord par rapport à ces enjeux, mais le cercle ne s'agrandit pas. Donc, je pense que plus d'artistes et de travailleurs culturels devraient travailler en étroite collaboration avec leur communauté locale. Moi, je mets beaucoup d'accent sur le mot local parce que l'engagement des citoyens est ce qui est nécessaire pour un changement culturel autour des actions climatiques. Et c'est vraiment un changement culturel. C'est dans n'importe quel milieu, quand on veut faire des grands changements systémiques, il faut changer la culture. Et les arts et la culture sont des bons outils pour changer la culture. Donc, je reconnais que ce n'est pas tous les artistes qui travaillent de cette façon, parce qu'il y a tout un domaine assez spécifique, catégorisé comme l'art pour le changement social. Je ne sais pas si cette catégorisation est nécessaire, mais quand même, il y a des artistes qui ne veulent pas nécessairement cadrer leur travail par rapport à des causes ou des orientations politiques, etc. Mais pour ceux qui veulent, il devrait y avoir de soutien pour eux. Et je pense souvent à... Tu sais, dans les années 30, le président Roosevelt, il a créé le New Deal, là où ils ont vraiment administré des vastes programmes de travail pour les artistes, et c'est là où on germait beaucoup d'initiatives pour la préservation des pratiques artistiques, patrimoine, mais aussi pour que les artistes se mettent au travail dans des milieux non artistiques. Vraiment mettre leurs services disponibles pour les communautés, pour le public, etc. Et ce serait un rêve de voir ce genre de programme qui se met en place ici au Canada. Ben, on en parle. Je te disais tout à l'heure que j'ai fait une entrevue avec Seth Klein, qui est mon épisode 26 en anglais, mais qui vaut la peine parce qu'il a monté un projet qui s'appelle Climate Emergency Unit. Puis il veut que les secteurs travaillent ensemble pour qu'on soit sur un pied, lui il utilise le terme un pied de guerre,
parce que dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un énorme défi, puis tout le pays a dû se travailler ensemble. Puis selon lui, le défi était de cette taille-là. Puis je suis d'accord avec lui. Mais quel sera le rôle des artistes? À l'époque, dans les années 40, il y a eu une grande mobilisation du secteur culturel pour rallier le peuple à l'effort de guerre. C'était nécessaire que les gens soient convaincus que c'était nécessaire de faire les sacrifices. Puis en quelque part, on est rendu là encore. C'est pas une guerre de ce type, mais c'est une autre sorte de conflit plus complexe en fait, parce que l'ennemi c'est nous, en quelque part. Mais l'artiste est capable de passer à travers ces problématiques-là. Oui, l'artiste aussi peut rallier les gens avec des chansons, avec des œuvres. Ça, c'est une façon. Mais il y a d'autres façons aussi de le faire qui sont aussi importantes dans notre transformation, parce que si on ne se transforme pas, on n'est pas pour survivre, à mon avis. Et j'essaie pas d'être négatif, mais j'essaie d'être réaliste face à ce qui s'en vient. Est-ce que mes enfants vont hériter? Nos enfants vont hériter? C'est pas joyeux, mais en même temps, il faut pas perdre la notion de ce qui est possible. On parle beaucoup dans l'émission, j'ai cité Rebecca Solnit, qui est une merveilleuse écrivaine américaine, qui parle de l'incertitude et de cette idée qu'on n'est pas certain de ce qui va arriver. La science nous dit que ça s'annonce très mal, mais on ne peut pas être certain que l'humanité n'a pas la capacité, comme tu viens de dire tout à l'heure. Si on est capable de créer des fictions problématiques comme le capitalisme et autres, peut-être qu'on peut créer Ouais, voilà, une fiction qui nous aide à régler des problèmes créés par des fictions. C'est ça le pouvoir de l'art. Comme j'ai récemment parlé avec donné un atelier vraiment aux affaires mondiales sur les pratiques de théâtre de l'opprimé, dans Theater of the Oppressed. Et c'était très intéressant parce que nos invités ont beaucoup parlé de la résolution des problèmes à travers le théâtre. Donc en faisant du théâtre, en répétant un peu les scénarios, dans ce processus-là, c'est là ils effectuent les changements sociaux. Donc ça s'appelle Théâtre Forum, Forum Theater, puis Image Theater. Donc vraiment, l'essence de tout ça, c'est d'aller chercher une participation au niveau des publics. Donc eux, ils montent sur scène, ils rentrent dans le cercle pour vraiment jouer le rôle de l'oppresseur ou l'opprimé. Et ils répètent un scénario, une problématique spécifique, et puis à force de jouer le même scénario plusieurs fois, ils vont aller chercher des solutions en fait à travers de ce processus-là. Et je trouve ça fascinant. C'est une pratique qui est assez répandue au Canada et partout ailleurs pour le changement social. Et mais je pense qu'au-delà des techniques, des pratiques et tout ça, il y a des problèmes plus grands parce que les arts et la culture ne sont pas aussi valorisés dans la société parce que vraiment c'est une question de valeur parce qu'ils ne correspondent pas à l'immédiateté et à la nature utilitaire des idéaux néolibéraux et de productivité. Même dans les lignes directrices des programmes de bourse, on utilise beaucoup le langage néolibéral de productivité. Je ne sais pas si tu as remarqué. Et nous avons vraiment besoin que les politiciens adoptent des modèles économiques alternatifs qui se concentrent davantage sur le bien-être des citoyens en plus du PIB, quoi. Parce que ça ne marche pas, là, ce modèle-là. Et avec la pandémie, on en parle, mais je ne sais pas si est-ce que ça reste dans un certain cercle, je ne sais pas, social, ou est-ce que c'est devenu une urgence assez répandue et puis tout le monde embarque. Ça, c'est vraiment l'incertitude, la grande incertitude que j'ai par rapport
à ce qu'on vit en ce moment. L'enseignante de Dharma, Catherine Ingram. Bien que nous avons causé tant de destruction, nous devons également considérer le vaste éventail de possibilités qui composent une vie humaine. Bien entendu, à une extrémité de cet éventail se trouve la cupidité, la cruauté et l'ignorance, mais à l'autre extrémité se trouve aussi la bonté, la compassion et la sagesse. Nous sommes animés d'une grande créativité, d'une communication brillante, d'une appréciation de la musique et des arts et d'un talent extraordinaire pour la musique et les autres formes d'art. Aucune autre créature vivante n'a une conscience aussi vaste et variée que la nôtre. Je suis d'accord avec Catherine Ingram pour dire que nous, les humains, sommes des êtres conscients avec une capacité illimitée pour, oui, la cupidité, la cruauté, l'ignorance et l'égoïsme. Mais je suis convaincu que nous avons la même capacité pour la bonté, la compassion, la sagesse, la créativité et l'imagination. L'incertitude, les artistes sont habitués. L'incertitude, l'ambiguïté, les zones grises. Il y a beaucoup de territoires là, qui c'est familier pour les artistes. Mais Shoni, on va peut-être terminer avec... je réfléchis beaucoup aux notions d'équité parce que j'ai parlé avec Anjali Appadurai à Vancouver qui m'a parlé de notion de just transition, c'est la transition juste. Puis je pense que c'est un des cadeaux de COVID, difficile comme ça l'est pour tout le monde, que ça nous a ouvert l'esprit, que du moins à certaines personnes, qu'on ne peut pas aller de l'avant avec une transformation ou de résoudre le problème d'environnement sans vraiment regarder sur l'ensemble des problématiques humaines et des inéquités qui sont tellement évidentes et plus évidentes que jamais. Au niveau socio-économique, etc. Et la notion de privilège, on en a parlé aussi parce que c'est un sujet qui m'intéresse, parce que moi-même, je suis quelqu'un, on a tous des privilèges. On vit ici au Canada, par exemple, et c'est pas juste une question d'être blanc ou d'être homme ou ci et ça, mais tout ça, c'est des enjeux où il faut être conscient. Tu sais, le mot conscient me revient souvent. De quoi on est conscient, puis comment on est conséquent vis-à-vis ce qu'on notre conscience nous dit. La manière dont le secteur artistique, les infrastructures et les industries artistiques ont évolué n'a pas été très démocratique en son temps. Et les arts ont donc été mal compris et sa pertinence compromise. Beaucoup associent les arts avec les poursuites en fait narcissistes à cause de ça, à cause de ses hiérarchies, à cause de son inéquité dans le milieu et aussi la manière dont les ressources ont été distribuées et aussi dont les différentes communautés ont été perçues, etc.
tout le monde devrait avoir le même droit d'accès aux expressions et aux opportunités artistiques dès la petite enfance. Et donc on parle des problématiques qui sont vraiment au-delà de comment le secteur artistique en tant que tel est construit. On parle de l'éducation, accès à l'éducation artistique. On parle d'accès à des opportunités de médiation culturelle. Je trouve que souvent, c'est les enfants du même milieu qui participent à certains genres d'activités et surtout comment les informations se circulent. On parle de l'inégalité par rapport aux capitaux sociaux et culturels. Tout ça, c'est pas juste des théories. C'est une question d'accès et de réseau et éventuellement aussi de droit fondamental de comment on peut vivre comme être humain ensemble. Il y a beaucoup de discours par rapport à la démocratie, l'accessibilité pour tous, etc. Mais l'enjeu principal dans l'équité dans les arts, je trouve que c'est souvent dès très petits, les gens des différentes communautés sous-représentées ou marginalisées, déjà ils sont privés de l'imagination, c'est-à-dire imaginer au-delà de leur disposition, imaginer qu'ils peuvent aller plus loin, imaginer qu'ils peuvent être sur scène, imaginer qu'ils peuvent être une de ces personnes-là qui réussissent dans la société. Il y a aussi très peu, je dirais, d'expression culturelle, artistique qui leur ressemblent, qui ressemblent à leurs parents. Donc ça perpétue parce que le manque d'espoir, c'est aussi contagieux. Et quand on ne peut pas imaginer un futur meilleur, ça devient une racine de problème. C'est la maladie même. C'est pas tant qu'il y a un manque d'habilité, un manque de motivation ou un manque de ressources. Des fois, il y a beaucoup d'argent qui circule, puis qui vont dans des programmes, etc. Mais c'est vraiment, le problème est plus grand et ça touche à l'imaginaire. Encore une fois, on parle un peu le sujet principal du programme, c'est les arts, mais sans l'imagination, il n'y a pas d'expression artistique possible pour beaucoup de gens. Et je pense aussi que ce n'est pas déconnecté évidemment des enjeux socio-économiques. Quand ta communauté s'occupe de l'accès à de l'eau propre, potable, il y aurait beaucoup moins d'attention portée sur les arts, qui sont vraiment des fois perçus comme un luxe dans ce genre de situation. Donc, je pense qu'on devrait, comme au niveau politique culturelle, on devrait vraiment explorer des moyens de connecter le milieu du développement communautaire avec le développement artistique et culturel. Au lieu de toujours séparer ces deux secteurs et puis créer des petits départements, des programmes séparés. Tout est holistique et on parle du développement humain ici. C'est pas juste du développement scientifique, artistique, je sais pas, culinaire, ça, c'est vraiment la personne entière. Quels sont les ingrédients essentiels pour qu'un être humain épanouisse? Quand on parle de la croissance, du développement humain, est-ce qu'on pense au bien-être? Et c'est quoi le bien-être?
le bien-être humain, c'est pas juste qu'on a à manger et puis tout le monde est content parce qu'ils peuvent jouer aux jeux vidéo et puis éventuellement voyager à l'étranger ou dans le sud pour le tout inclus. C'est vraiment une question de rejoindre à ces besoins fondamentaux d'expression, d'imagination et aussi éventuellement la transcendance. Si on a le luxe d'arriver là, et tout le monde a droit à ça. C'est juste que c'est pas assez reconnu parce que dans nos systèmes actuels, le système valeur, c'est pas centré sur ces besoins-là. C'est pour ça qu'au niveau idéologique, souvent, c'est comme classé comme des choses qui sont secondaires ou c'est des luxes avec le système classique de pyramide de besoins de Maslow. Et ça, tout ça, c'est pas à jour. Il faut le mettre à jour. Bon, on va s'arrêter là, à moins qu'il y ait autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas couvert que tu aimerais me dire avant de quitter? Oui, j'habite, comme je dis, à Vanier, au centre de Vanier, à côté de la forêt du parc Richelieu. Et je vais ramasser des déchets tous les jours dans la forêt et c'est une activité que j'adore. C'est thérapeutique, c'est bon pour l'environnement et ça fait connaître les voisins et des marcheurs de chiens. Donc, j'invite à tout le monde qui habite dans le coin de me rejoindre. Je suis là tous les jours en fait, mais on peut essayer de garder distance de 2 mètres puis aller ramasser des déchets ensemble. N'importe qui écoute, en fait, c'est une belle façon de sortir puis de contribuer. Puis je pense que le fait que tu le fais de bon cœur, les gens te voient le faire et ils vont venir t'aider. Et déjà, c'est un geste local, comme tu disais tout à l'heure, qui peut sembler petit, mais c'est le processus, en fait. C'est le fait de sortir puis de dire je veux un espace sain. Et c'est pas nécessaire d'avoir des déchets par terre parce que c'est pas bon pour les animaux, c'est pas bon pour nous. Je trouve que ces petites choses-là sont très, très importantes dans la façon qu'on vit, dans le quotidien. Dans mon bouddhisme, on est beaucoup dans le moment. Alors, qu'est-ce qui nous entoure? Comment est-ce qu'on interagit avec notre environnement à chaque moment qui passe est important. Donc, c'est par l'amour et des petits gestes d'amour, c'est pas petit, c'est grand. Merci Shoni, ça fait une belle conversation. Je te remercie énormément. Merci Claude.